20 ans. C'est le temps que Sarah et moi avions été mariés quand tout a commencé à s'effondrer. 20 ans à construire une vie ensemble, à affronter des tempêtes qui auraient brisé des couples plus faibles, à nous choisir chaque jour, même quand ce n'était pas facile. Je n'étais pas parfait. Dieu sait que j'avais mes défauts, mais j'étais fidèle. Même quand cette rousse au bureau a clairement montré qu'elle était intéressée. Même quand le divorce de mon copain de fac l'a laissé écumer les bars et me supplier de le rejoindre, je rentrais chez Sarah tous les soirs. C'est ce qui a rendu les changements si brutaux. Ça a commencé avec le téléphone. Sarah avait toujours été désinvolte avec son portable, le laissant sur les comptoirs, me demandant de vérifier ses messages quand elle conduisait. Mais soudain, il était collé à sa main, écran retourné sur chaque surface, verrouillé par un mot de passe pour la première fois de notre mariage. Elle souriait à des textos d'une manière qui me tordait l'estomac. De petits sourires secrets qui ne semblaient jamais dirigés vers quelque chose que j'avais dit ou fait. C'est qui, je demandais, en essayant de garder ma voix légère. Juste des trucs du boulot, disait-elle, mais ses doigts se recroquevillaient de manière protectrice autour de l'appareil. Puis sont venus les changements de garde-robe. Sarah s'était toujours habillée bien mais de façon pratique. Des jeans confortables, des hauts modestes, le genre de vêtements qui disaient « mère de famille mariée, sans complexe ». Mais elle a commencé à faire plus de shopping. À rentrer à la maison avec des sacs de magasins qu'elle n'avait jamais fréquentés auparavant. Des chemises plus moulantes, des décolletés plus plongeants, des jupes qui remontaient plus haut que tout ce qu'elle avait porté depuis l'université. Quand je complimentais son nouveau look, elle haussait les épaules et disait qu'elle essayait juste de se sentir bien dans sa peau. Je voulais le croire. J'ai essayé de le croire. La distance grandissait entre nous comme un cancer. Les conversations qui coulaient autrefois naturellement devenaient guindées, ponctuées par la vérification de son téléphone. Elle s'asseyait en face de moi au dîner, physiquement présente, mais mentalement complètement ailleurs. Au lit, elle s'exécutait avec une efficacité mécanique, l'esprit clairement ailleurs. Quand j'essayais de lui en parler, elle m'accusait d'être collant et peu sûr de moi. « Tu es paranoïaque, Michael », disait-elle, avec cette pointe dans la voix que j'avais rarement entendue auparavant. Une femme ne peut-elle pas faire quelques changements sans que son mari se transforme en détective? Mais je n'étais pas paranoïaque. Les preuves étaient partout une fois que j'ai commencé à les chercher. Elle s'était découvert de nouveaux centres d'intérêt, une passion soudaine pour la randonnée qui l'obligeait à partir tous les samedis matins. Elle avait rejoint un club de lecture qui se réunissait le mercredi soir et n'avait jamais grand-chose à dire sur ce qu'ils avaient lu. Ses explications étaient trop détaillées, trop répétées, comme si elle les avait pratiquées. Les critiques ont commencé à peu près à la même époque. Tout ce que je faisais était mal, ou du moins pas tout à fait bien. La façon dont je chargeais le lave-vaisselle, comment je gérais les conversations avec les enfants, mon choix de restaurant, de film, même la façon dont je respirais quand je dormais. Rien n'était jamais dit directement, juste des petites piques qui s'accumulaient comme des coupures de papier jusqu'à ce que je me sente à vif et en sang. J'ai commencé à reconnaître les signes de ce que mon grand-père appelait une maladie silencieuse. Le genre de suspicion qui vous ronge de l'intérieur, vous faisant remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Je me surprenais à analyser chaque mot qu'elle disait, à chercher des mensonges dans ses expressions, me sentant comme un étranger dans ma propre maison. Les caméras de sécurité ont été ma décision, née du désespoir et d'un besoin de vérité. Il y avait eu quelques cambriolages dans le quartier récemment, ce qui m'a donné la couverture parfaite. J'ai dit à Sarah que je pensais que nous devrions envisager un système de sécurité, et elle a convenu que c'était une bonne idée. J'ai sauté sur l'occasion avec l'enthousiasme d'un homme qui se noie s'agrippant à une bouée de sauvetage. Si elle était innocente, les caméras le prouveraient, et je pourrais cesser de me sentir fou. Si elle ne l'était pas, eh bien, au moins je saurais. Je les ai fait installer par un professionnel. 4 caméras couvrant les principaux espaces de vie, les entrées avant et arrière, activées par le mouvement et connectées à une application sur mon téléphone. Le technicien a expliqué comment tout fonctionnait, comment les enregistrements étaient stockés dans le cloud, comment je pouvais y accéder de n'importe où. Sarah semblait satisfaite de la sécurité qu'elles offraient, ne se doutant jamais qu'elles étaient en réalité là pour la surveiller. Elle n'avait aucune idée quels deviendraient les instruments de sa chute. La nuit où j'ai pris la décision d'installer ces caméras, je suis resté éveillé à regarder le plafond pendant que Sarah dormait paisiblement à côté de moi. J'avais passé 20 ans à construire une vie avec cette femme, et maintenant je me préparais à l'espionner. Le poids de cette décision était écrasant,
mais l'alternative, vivre dans ces limbes de doute, était pire. Je ne voulais pas avoir raison concernant mes soupçons. Je voulais que Sarah me prouve le contraire, qu'elle me montre que j'étais juste un mari paranoïaque traversant une crise de la quarantaine. Je voulais que notre mariage survive à cette mauvaise passe et en ressorte plus fort. Mais alors que j'écoutais sa respiration régulière dans l'obscurité, une partie de moi savait déjà que je me préparais à la guerre. Les papiers du divorce ont atterri sur notre table de cuisine comme une gifle, le dossier manille glissant sur la surface en bois avec un son qui semblait incroyablement fort dans le silence soudain. Sarah avait franchi notre porte d'entrée à 20h47. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'avais regardé l'horloge, me demandant où elle avait été pendant les 3 dernières heures après la fin supposée de son club de lecture. Elle n'a même pas pris la peine de faire semblant. Pas de bonjour, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Pas d'explication sur son retard, juste ce dossier jeté sur la table comme s'il s'agissait de la facture d'électricité. « J'en ai fini, dit-elle, sa voix plate et professionnelle. J'ai trouvé quelqu'un qui me fait me sentir à nouveau vivante. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. 20 ans de mariage, réduit à une simple déclaration qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux. J'ai fixé le dossier, mon nom tapé proprement sur l'onglet. À Michael, procédure de divorce. Sarah, quoi, ai-je commencé, mais elle m'a interrompu d'un geste de la main. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous savons tous les deux que ce mariage est mort depuis des années. Je ne fais que l'officialiser. Elle se tenait là, dans notre cuisine, portant une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant, me regardant comme si j'étais un étranger dont elle avait hâte de se débarrasser. La douleur a commencé comme une sensation de serrement dans ma poitrine, comme si quelqu'un me serrait le cœur avec son poing. J'ai pensé que c'était juste le choc, juste l'impact émotionnel d'entendre ma femme me dire qu'elle voulait partir. Mais ça n'arrêtait pas d'empirer, se propageant dans mon bras gauche comme du feu liquide. Quelqu'un, ai-je réussi à halter? Qui? Est-ce que ça a de l'importance? Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, toujours ce maudit téléphone, et son expression montrait de l'impatience, pas du remords. Écoute, j'ai besoin que tu signes ça ce soir. Mon avocat dit que si nous pouvons déposer ça demain, nous pourrons avoir bouclé toute l'affaire en 60 jours. La sensation d'écrasement dans ma poitrine s'aggravait. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes étaient faibles. La pièce semblait basculer sur le côté, et j'ai dû m'agripper au bord de la table pour rester debout. Sarah, ai-je sifflé, luttant pour former des mots malgré la panique grandissante. Quelque chose ne va pas. Je crois que je fais une crise cardiaque. Elle m'a regardé avec le genre d'exaspération que l'on montrerait à un enfant faisant un caprice. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si mélodramatique, Michael. Signe juste les papiers. La douleur irradiait maintenant dans mon bras, et ma vision commençait à se brouiller sur les bords. Ce n'était pas de la détresse émotionnelle. C'était réel, physique, potentiellement mortel. J'avais vu mon père mourir d'une crise cardiaque quand j'avais 15 ans. Je savais ce que c'était. Appelle le 911, ai-je halté, me tenant la poitrine en m'effondrant sur une chaise. S'il te plaît, Sarah, appelle le 911. Tu es ridicule, a-t-elle lâché. Mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la peur, ou juste de l'agacement que je la dérange. C'est juste le stress. Signe les papiers et tu te sentiras mieux. Je ne pouvais plus respirer correctement. Chaque inspiration était comme essayer d'aspirer de l'air à travers une paille. Et la douleur se propageait dans ma poitrine comme si on m'enfonçait des clous dans le sternum. D'une main tremblante, j'ai essayé d'attraper mon téléphone, mais ma coordination était fichue. Il a heurté le sol avec un bruit sec. « Aide-moi », ai-je murmuré. Sarah m'a fixé pendant un long moment, et à cet instant, j'ai vu qui elle était vraiment. Pas la femme que j'avais épousée, pas la mère de mes enfants, mais quelqu'un qui pouvait regarder son mari de 20 ans s'effondrer de douleur et ne ressentir rien d'autre que de l'irritation parce que cela interférait avec ses projets. « Je ne peux pas gérer ce drame ce soir », dit-elle en attrapant son sac à main sur le comptoir. « Je dois être quelque part. Signe les papiers, Michael. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Et puis elle est partie. Elle est réellement sortie de notre maison pendant que j'étais en train de mourir sur le sol de notre cuisine. J'ai réussi à ramper jusqu'à l'endroit où mon téléphone était tombé, ma poitrine ayant l'impression de s'effondrer, des points noirs dansant au bord de ma vision. Avec des doigts malhabiles, j'ai composé le 911,
haletant notre adresse à l'opérateur avant que le téléphone ne glisse de ma main. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être soulevé sur une civière, un masque à oxygène sur le visage, et un ambulancier disant quelque chose à propos d'un événement cardiaque massif et de chanceux d'être en vie. Alors qu'il me roulait vers l'ambulance, j'ai vu notre porte d'entrée grande ouverte, exactement comme Sarah l'avait laissée en me quittant. À l'hôpital, après qu'ils m'aient stabilisé et fait leurs examens, le docteur Martinez a expliqué que j'avais subi une crise cardiaque importante provoquée par un stress émotionnel extrême. 5 minutes de plus, dit-il doucement, et nous n'aurions peut-être pas pu vous sauver. J'étais allongé dans ce lit d'hôpital à regarder les dalles du plafond, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Ma femme depuis 20 ans m'avait servi des papiers de divorce, avoué avoir trouvé quelqu'un d'autre, puis m'avait littéralement laissé pour mort quand j'avais le plus besoin d'elle. Les moniteurs bipaient régulièrement autour de moi, preuve que j'étais en vie malgré son abandon. Le mariage était terminé. C'était clair. Mais alors que j'étais là, dans l'obscurité, à écouter les bruits de l'hôpital autour de moi, j'ai réalisé autre chose. Sarah avait fait une erreur. Une erreur fatale, irréversible, qui définirait tout ce qui allait suivre. Elle m'avait montré exactement qui elle était dans mon moment de plus grand besoin. Et maintenant, je savais exactement à quel genre de personne j'avais affaire. Mon fils David est arrivé le premier à l'hôpital, portant encore son uniforme de travail du chantier, de la peinture éclaboussée sur son jean et l'inquiétude gravée sur son visage. Ma fille Lisa est arrivée 20 minutes plus tard, après avoir conduit directement depuis son appartement de l'autre côté de la ville. Ils avaient tous les deux l'air effrayés, le genre de peur qui vient quand on reçoit un appel disant « Papa est à l'hôpital ». « Où est maman ?» a demandé Lisa, regardant autour de la chambre stérile comme si Sarah pouvait se cacher derrière les rideaux. Je redoutais cette question depuis les 6 dernières heures, allongé dans ce lit d'hôpital à essayer de trouver comment expliquer à mes enfants que leur mère m'avait abandonné pendant que je faisais une crise cardiaque. Comment détruire l'image que quelqu'un se fait de son parent sans le détruire lui-même ? Elle ne viendra pas, ai-je finalement dit. David a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par elle ne viendra pas ? C'est-elle seulement que tu es ici ? Elle le sait. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de ce que j'allais leur dire. Elle était là quand c'est arrivé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre les moniteurs biper, les bruits lointains de l'hôpital, mais mes enfants étaient absolument immobiles, en train de digérer ce que je venais de dire. « Papa » a dit Lisa lentement, « qu'est-ce qui s'est passé exactement ce soir ?» Alors, je leur ai tout raconté. Les papiers du divorce qui atterrissent sur la table, l'annonce froide de Sarah qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre, mon effondrement avec des douleurs thoraciques pendant qu'elle était là à vérifier son téléphone. Ma supplique pour qu'elle appelle le 911 et sa réponse me disant que j'étais mélodramatique, son départ alors que j'étais en train de mourir sur le sol de notre cuisine. Ce n'est pas, a commencé David, puis il s'est arrêté. Maman ne ferait pas ça. Elle ne te laisserait pas comme ça. Elle n'abandonnerait pas son propre mari, a ajouté Lisa. Mais sa voix manquait de conviction. Je comprenais leur incrédulité. C'était leur mère, la femme qui avait pansé leurs genoux écorchés et veillé toute la nuit quand ils avaient de la fièvre. La femme qui leur avait appris que la famille signifiait tout. Qu'on n'abandonne jamais les gens qu'on aime. David, ai-je dit doucement. J'ai installé des caméras de sécurité il y a 1 mois. Les images de ce soir. Tout est là. Mon fils m'a regardé un long moment, puis a sorti son téléphone. Donne-moi les identifiants de connexion. Je l'ai regardé accéder à l'application, j'ai vu son visage changer alors qu'il faisait défiler la chronologie jusqu'à 20h47. Il n'a rien dit, il a juste tendu le téléphone à Lisa et s'est dirigé vers la fenêtre, les poings serrés. Le visage de Lisa est devenu blanc en regardant la vidéo. Je ne pouvais pas voir l'écran, mais je savais ce qu'elle voyait. Leur mère jetant les papiers du divorce sur la table comme des ordures, disant à leur père qu'elle avait trouvé quelqu'un de mieux, puis s'en allant pendant qu'il s'effondrait de douleur. « Oh mon Dieu » a-t-elle murmuré. « Oh mon Dieu, papa, elle a vraiment » La porte s'est ouverte et Sarah est entrée, portant un bouquet de fleurs et arborant une expression d'inquiétude étudiée. Elle avait dû apprendre que j'étais à l'hôpital par quelqu'un. Probablement en appelant chez nous et en recevant le message de celui qui avait trouvé la porte d'entrée grande ouverte. « Michael, mon chéri » dit-elle en se précipitant à mon chevet avec une performance digne d'un Oscar. « Je suis venu dès que j'ai appris. »« Est-ce que ça va ? Que s'est-il passé ?» La transformation était stupéfiante.
Fini la femme froide et impatiente qui m'avait servi les papiers du divorce. À sa place se tenait l'épouse dévouée, tout en larmes, en inquiétude et en gestes tendres. Tu sais exactement ce qui s'est passé, a dit David depuis la fenêtre, sa voix d'un calme mortel. Sarah s'est tournée vers lui avec la même expression concernée. David, chéri, je ne comprends pas, on a vu les images, maman. Lisa a brandi le téléphone, l'écran montrant toujours les preuves accablantes. On a tout vu. Un instant, le masque de Sarah est tombé. J'ai vu la panique traverser son visage avant qu'elle ne se reprenne, mais c'était trop tard. Mes enfants l'avaient vu aussi. Ce n'est pas, a-t-elle commencé, puis elle a semblé réaliser à quel point elle était piégée. Vous ne comprenez pas. C'est compliqué. Compliqué? David s'est éloigné de la fenêtre, et je pouvais voir la rage à peine contenue dans sa posture. Tu l'as laissé pour mort, maman. Tu es parti pendant qu'il faisait une crise cardiaque. Je ne savais pas que c'était vraiment « mensonge », a hurlé Lisa, un mot que je l'avais rarement entendu utiliser. On a regardé. On a entendu ce que tu as dit. Ne sois pas si mélodramatique. Je dois être quelque part. Tu savais qu'il était en train de mourir et tu es parti quand même. Sarah a regardé ses enfants, voyant leur front uni, leur dégoût absolu pour ses actions. Les fleurs dans ses mains semblaient soudainement ridicules. Un accessoire pathétique dans une pièce de théâtre à laquelle personne ne croyait. Tu l'as laissé pour mort, a répété David, sa voix s'élevant. Et pourquoi? Pour un type qui a 10 ans de moins que toi et qui ne veut même plus de toi maintenant. Comment a commencé Sarah, puis elle s'est tue. Oh, on sait pour lui, a dit Lisa froidement. On sait pour la randonnée. On sait pour le club de lecture. On sait tout, maman. La question est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ta petite crise de la quarantaine valait la peine de détruire notre famille? Le sang-froid de Sarah a finalement volé en éclats. Vous ne comprenez pas ce que c'est, a-t-elle dit, les larmes commençant à couler. 20 ans de la même routine, des mêmes conversations, de la même chose. J'avais l'impression de mourir de l'intérieur. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait me sentir à nouveau vivante, qui m'a rappelé ce que c'était d'être désirée. Alors, tu as décidé de tuer papa à la place, a dit David d'un ton plat. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une condamnation à mort, parce que c'est exactement ce qu'elle avait essayé de faire, même si elle ne se l'était pas avoué. Elle avait été prête à me laisser mourir plutôt que de manquer une soirée avec son amant. Je veux que tu partes, ai-je dit doucement depuis le lit d'hôpital. Je veux que tu sortes de notre maison, de nos vies, et je ne veux plus jamais te revoir. Michael, s'il te plaît, sors, a dit Lisa en se levant. Avant que j'appelle la sécurité et que je te fasse expulser. Sarah a regardé ses enfants une dernière fois, ne voyant que dégoût et déception sur leur visage. La famille qu'elle avait détruite pour quelques mois d'excitation avait disparu pour toujours, et elle commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait échangé. Elle a jeté les fleurs dans la poubelle en sortant, sans même se donner la peine de présenter d'autres excuses ou explications. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic. David est venu et a posé sa main sur mon épaule. On est avec toi, papa. Quoi que tu aies besoin. Lisa a hoché la tête, les larmes aux yeux. Ce n'est plus notre mère. Pas après ça. En regardant mes enfants loyaux et aimants qui avaient choisi leur père mourant plutôt que leur mère égoïste, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. L'espoir. Sarah avait fait son choix en franchissant cette porte. Maintenant, nous faisions le nôtre. La procédure de divorce a été un massacre. Sarah est entrée dans cette salle d'audience 6 semaines plus tard, s'attendant à un partage standard 50-50e, peut-être une pension alimentaire puisque je gagnais plus, et possiblement même la maison, car elle pouvait invoquer la détresse émotionnelle. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est une place au premier rang pour assister à la destruction complète de sa position juridique. Mon avocate, Janet Morrison, était une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, spécialisée dans les divorces très conflictuels. Lorsque je lui avais montré pour la première fois les images de sécurité de cette nuit-là, elle avait regardé en silence complet, puis m'avait regardé avec l'expression d'un requin sentant le sang dans l'eau. Michael, avait-elle dit, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais vu de preuve aussi accablante. Elle ne vous a pas seulement abandonné, elle vous a laissé pour mort lors d'une urgence médicale. Aucun juge dans cet état ne lui montrera de pitié. Elle avait raison.
La vidéo a été projetée sur un grand écran dans la salle d'audience. Chaque seconde accablante. La remise froide des papiers du divorce par Sarah. Son rejet de ma détresse médicale comme étant du drame. Son départ alors que je m'effondrais sur le sol de notre cuisine. L'audio était parfaitement clair, capturant chaque mot insensible. La juge Harrison, une femme sévère aux cheveux d'argent et sans aucune patience pour les absurdités, a tout regardé sans expression. Quand ce fut terminé, elle s'est tournée vers Sarah avec un dégoût à peine dissimulé. Madame Thompson, a-t-elle dit, en 25 ans de magistrature, je n'ai jamais vu une démonstration de cruauté et d'abandon aussi insensible lors d'une urgence médicale. Vous avez littéralement laissé votre mari pour mort. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? L'avocat de Sarah avait tenté de le présenter comme une réaction de panique, affirmant qu'elle était si choquée par la conversation sur le divorce qu'elle ne pensait pas clairement. Mais la vidéo a démenti cet argument. Il n'y avait aucun choc dans sa voix, aucune panique dans ses mouvements, juste un calcul froid et de l'impatience. Votre honneur, a dit Sarah, se levant en tremblant. Je sais ce que ça donne, mais j'étais confuse et effrayée. Confuse? La voix de la juge Harrison a tranché son excuse comme une lame. Vous étiez confuse quant à savoir s'il fallait appeler le 911 alors que votre mari faisait une crise cardiaque. Vous aviez peur de quoi, exactement? De manquer un engagement social. Le règlement du divorce a été brutal et sans appel. Sarah n'a rien eu. Ni la maison, ni la moitié des biens, ni un centime de pension alimentaire. La juge a statué que son abandon lors d'une urgence médicale constituait une cruauté extrême et m'a tout accordé. Les 20 années que nous avions bâties ensemble, la maison que nous avions appelée notre foyer, les comptes de retraite auxquels nous avions contribué, tout cela m'est resté. La Cour estime que les actions de Madame Thompson la nuit en question constituent un abandon et une cruauté si extrême qu'aucune compensation financière n'est justifiée, a déclaré la juge Harrison. De plus, compte tenu des preuves d'infidélité et du mépris insensible pour le bien-être de son mari, cette Cour ne voit aucune raison de fournir un soutien continu à quelqu'un qui était prêt à laisser son conjoint mourir plutôt que de se déranger. Le visage de Sarah est devenu blanc alors que la réalité s'imposait. Elle s'attendait à repartir avec assez d'argent pour commencer sa nouvelle vie confortablement. Au lieu de cela, elle repartait avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et les quelques biens qui étaient uniquement à son nom, sa voiture et un petit compte d'épargne qu'elle avait ouvert séparément. Mais le véritable coup de grâce est arrivé ce soir-là. J'étais à la maison, enfin de retour chez moi après 3 jours à l'hôpital, quand David m'a appelé avec une nouvelle qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si prévisible. « Papa » a-t-il dit, contenant à peine son rire. « Tu ne vas pas le croire. Le petit ami de maman l'a largué. »« Quoi ?» Lisa a croisé la sœur de Sarah à l'épicerie. Apparemment, l'amoureux a appris le règlement du divorce ce matin. Quand il a su que maman repartait avec rien, et je veux dire rien, il s'est soudain souvenu qu'il avait d'autres engagements. Il a rompu avec elle par SMS. La justice poétique était parfaite. Sarah avait détruit notre mariage pour un homme qui s'est avéré être exactement ce que je soupçonnais, un profiteur qui cherchait une vie facile. Dès qu'il a réalisé qu'il n'y aurait pas d'argent, pas de maison, pas de style de vie confortable financé par son règlement de divorce, il a disparu comme de la fumée. Elle avait échangé 20 ans de mariage et l'amour de ses enfants contre quelques mois avec un homme qui n'avait même pas eu la décence de rompre avec elle en personne une fois que l'argent avait disparu. Au cours des semaines suivantes, les conséquences sociales se sont multipliées. La nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue dans notre communauté, non pas par des ragots ou des rumeurs, mais par la simple vérité. Les images de sécurité avaient été montrées en audience publique, devenant partie intégrante du dossier public. Les amis qui en ont entendu parler ont été horrifiés. Les voisins qui nous connaissaient depuis des années ont cessé de parler à Sarah. Sa propre sœur m'a appelé pour me dire qu'elle avait honte de ce que Sarah avait fait. Je l'ai mieux élevée que ça, a-t-elle dit, les larmes dans la voix. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la femme que je pensais connaître. Sarah a essayé de me contacter plusieurs fois dans les semaines qui ont suivi le divorce. Des appels, des textos, elle s'est même présentée une fois à la maison. Mais j'avais appris ma leçon sur sa vraie nature cette nuit-là dans la cuisine. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale, supprimé chaque texto sans le lire, et j'ai appelé la police quand elle est apparue sur ma propriété. Les enfants ont également maintenu leur position. Pas de contact, pas de pardon, pas de seconde chance. Sarah leur avait montré qui elle était vraiment dans cette chambre d'hôpital,
et ils avaient fait leur choix en conséquence. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai appris par des connaissances communes que Sarah vivait dans un 2 pièces en centre-ville, travaillant dans la vente pour payer ses factures, complètement coupée de la vie qu'elle avait tenté d'abandonner. Son amant était parti depuis longtemps. Ses enfants ne voulaient rien avoir à faire avec elle, et son cercle social s'était évaporé. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle avait demandé cette nuit-là en jetant ses papiers de divorce sur notre table, la liberté de notre mariage. Elle n'avait simplement pas compris que cette liberté aurait le coût de tout ce qu'elle avait jamais apprécié. Je n'avais pas pitié d'elle. Je ressentais quelque chose de bien plus satisfaisant. La justice. 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit, et je suis assis dans mon jardin un dimanche matin, buvant un café et regardant mon petit-fils jouer sur la balançoire que David a construite le mois dernier. La crise cardiaque m'a changé physiquement. Je prends des médicaments maintenant, je surveille mon alimentation plus attentivement, je fais de l'exercice régulièrement, mais les changements émotionnels sont beaucoup plus profonds. J'ai appris quelque chose de précieux sur les gens pendant ces mois sombres. On découvre qui est vraiment quelqu'un quand il pense que ça ne lui coûte rien de se montrer. Sarah pensait pouvoir quitter notre mariage sans conséquence, alors elle m'a montré exactement à quel point 20 ans comptaient peu pour elle. Elle pensait pouvoir m'abandonner lors d'une urgence médicale parce qu'il n'y aurait pas de témoin pour la juger. Elle avait tort sur les 2 points. Les caméras de sécurité qu'elle avait accepté d'installer sont devenues les instruments de sa chute, préservant chaque seconde accablante de son insensibilité pour que le monde entier puisse la voir. Les enfants, dont elle pensait qu'ils n'apprendraient jamais la vérité, sont devenus ses juges les plus sévères lorsqu'ils ont été confrontés à la preuve vidéo de sa cruauté. L'amant, qu'elle pensait la soutenir pendant la transition, a disparu dès qu'il a réalisé qu'elle n'apportait à la relation que des casseroles. Ma relation avec David et Lisa est plus forte que jamais. Un traumatisme partagé a le don de lier les gens, et voir la vraie nature de leur mère révélée nous a rapprochés. Ils appellent plus souvent maintenant, viennent plus fréquemment, et ils ont clairement indiqué que tous les petits-enfants connaîtront leur grand-père, mais jamais leur grand-mère. David s'est marié l'année dernière avec une femme merveilleuse nommée Kate, qui me rappelle Sarah à nos débuts. Loyale, gentille, axée sur la famille. La différence est que Kate a prouvé son caractère sous la pression, soutenant David à la suite de la trahison de sa mère et m'accueillant dans sa famille sans réserve. Leur mariage était magnifique, remarquable seulement par une chaise vide que personne n'a mentionnée, mais que tout le monde a remarqué. Lisa s'épanouit dans sa carrière d'infirmière, et elle me dit que voir l'abandon de Sarah lors de mon urgence médicale a en fait renforcé son engagement à aider les gens dans leurs moments les plus vulnérables. Je ne veux jamais être la personne qui s'en va quand quelqu'un a besoin d'aide, a-t-elle dit un jour, et je pouvais entendre l'écho de cette nuit-là dans sa voix. La maison est différente maintenant, plus propre en quelque sorte, libérée de la tension et des secrets qui l'avaient empoisonnée pendant les derniers mois de Sarah ici. J'ai redécoré certaines pièces, je les faites entièrement miennes d'une manière qu'elles n'avaient pas été même lorsque nous étions mariés. Les caméras de sécurité sont toujours là, mais maintenant elles apportent simplement la tranquillité d'esprit plutôt que des preuves de trahison. Sarah a essayé de me contacter périodiquement au cours des 2 dernières années. Des cartes d'anniversaire qui vont directement à la poubelle. Des cadeaux de Noël qui sont retournés sans être ouverts. Des appels téléphoniques que je laisse aller sur la messagerie vocale avant de supprimer les messages sans les écouter. Elle a également contacté les enfants, mais ils ont maintenu leur position de non-contact total. Par des connaissances communes, j'ai entendu des bribes de sa situation actuelle. Le travail dans la vente n'a pas duré. Elle a eu une série de relations à court terme avec des hommes qui se désintéressent rapidement. Elle a pris du poids, perdu des amis et, selon sa sœur, passe la plupart de ses soirées seule dans ce petit appartement, se demandant probablement comment sa vie a pu si mal tourner si vite. La réponse, bien sûr, est simple. Elle a fait des choix. Elle a choisi un autre homme plutôt que son mari. Elle a choisi la commodité plutôt que la compassion. Elle a choisi l'excitation temporaire plutôt que les liens familiaux permanents. Et lorsque ces choix ont entraîné des conséquences, elle a choisi de blâmer tout le monde sauf elle-même. Je n'ai pas détruit la vie de Sarah. Elle l'a fait elle-même la nuit où elle est partie alors que j'étais en train de mourir sur le sol de notre cuisine. J'ai simplement refusé de la protéger des conséquences naturelles de ses actions et j'ai laissé la vérité parler d'elle-même. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de la façon dont sa vie s'est complètement effondrée. La réponse est non. Je ressens quelque chose de bien plus précieux. La paix. J'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire activement quelqu'un qui vous a trahi.
c'est de survivre à sa tentative de vous détruire et de construire quelque chose de mieux sur les cendres qu'il a laissées derrière lui. En regardant mon petit-fils rire sur sa balançoire, je pense aux leçons que cette expérience m'a apprises. Je sais maintenant que le véritable amour se manifeste dans les moments de crise, pas dans les moments de confort. Je sais que les actions révèlent le caractère d'une manière que les mots ne pourront jamais faire. Et je sais que parfois, la chose la plus importante que vous puissiez faire est simplement de refuser de cautionner le pire comportement de quelqu'un, même lorsque ce quelqu'un est la personne que vous pensiez autrefois aimer pour toujours. Le soleil est chaud sur mon visage. Mon café est parfait. Et dans quelques heures, mes enfants me rejoindront pour le dîner du dimanche dans la maison que Sarah a essayé de me prendre. C'est une belle vie. Pas celle que j'avais prévue, mais celle que j'ai construite sur les ruines de celle qu'elle a détruite. Et c'est suffisant. Plus que suffisant. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou l'histoire a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir écouté et je vous retrouve dans la prochaine.